S'il vous plaît, il est 14h30 passé. Je vous invite à rejoindre vos pupitres. S'il vous plaît, un peu de silence, s'il vous plaît. Nous allons débuter la séance. Si personne n'y voit d'objection, je demande à Axel Lamour de bien vouloir être secrétaire de séance et de procéder à l'appel. Bonjour à tous. Monsieur Roudot Stéphane. Présent. Madame Colovati Nathalie. Présent. Madame Melsquette Isabelle. Présent. Madame Tournier Emmanuel. Présent. Madame Perron Claudine. Présent. Monsieur Jaouen Bruno. Présent. Donne procuration à Madame Bourbigo à partir de 16h30. Monsieur Bazir Philippe. Présent. Monsieur Laurent Frédéric. Présent. Madame Bourbigo Véronique. Présent. Monsieur Jacob Fabrice. Présent. Monsieur Cap Dominique, absent, procuration à Patricia Enaf. Monsieur CIT Mathieu. Présent. Monsieur Herlédan Maxime. Présent. Monsieur Dubuis Yves. Présent. Départ à 17h, procuration à Madame Françoise Guéneguès. OK. Madame Évin Annie. Présent. Madame Guéneguès Françoise. Présent. Monsieur Yvain Olivier. Présent. Madame Morvan Françoise. Présent. Monsieur Hainaut Christophe. Présent. Madame Bronec Monique. Présent. Départ à 17h45, procuration à Madame Catherine Andrieux. Monsieur Grandjean Pierre. Présent. Madame Enaf Patricia. Présent. Monsieur Jézéquel Marc. Présent. Madame Margogne Christine. Présent. Madame Monotte Gaëlle. OK. Monsieur Posier Clément. Présent. Monsieur Abivin Bertrand. Madame Lamour-Axel présente. Monsieur Leroux Raphaël. Présent. Monsieur Elkaïm Jean-Philippe. Présent. Monsieur Richard Jean-Pierre. Présent. Monsieur Morvan David. Présent. Madame Metzger Corrigou Servane. Présent. Monsieur Quativi Yves. Présent. Monsieur Losouarn Yannick. Présent. Monsieur Baot Stéphane. Présent. Madame Abaléa Valérie. Présent. Madame Belfadel Nora. Présent. Madame Ballanger Marion. Présent. Monsieur Lachuer Yvan. Madame Picard Eliane. Monsieur Baudiou Lionel. Madame Andrieux Catherine. Monsieur Marziou Jean-Luc, absent, procuration à Madame Solène Balcon. Madame Balcon Solène. Monsieur Léost Erwan. OK. Monsieur Le Boursicot Mathieu. Madame Guillotot Marivonne. Monsieur Carasquette Alain. Madame Le Goff Elisabeth. Monsieur Balcon Jérôme. Madame Thérom Pascal. Madame Morvan Russier Catherine. Départ à 16h30, procuration à Madame Drivet Aurélie. Monsieur Esselso Éric. Madame Drivet Aurélie. Monsieur Savali Emmanuel, absent, procuration à Madame Émilie Cuchel. Monsieur Quéré Michel. Présent. Monsieur Kerjean Gwenaël, absent, donne procuration à Madame Claire Leroy. Madame Cuchel Émilie. Présent. Monsieur Legal Sten. Présent. Madame Leroy Claire. Présent. Monsieur Dissot Glenn. Présent. Madame Morvan Gaël. Présent. Monsieur Marek Taran. Présent. Madame Baudouin Cécile. Présent. Monsieur Oswald Christophe. Merci, le quorum est largement atteint. Quelques recommandations et informations avant d'entamer l'ordre du jour de notre séance. Tout d'abord, l'organisation syndicale CFDT Bibus a demandé à pouvoir s'exprimer d'ici quelques instants en ouverture de notre séance. Par ailleurs, un vœu a été déposé par le groupe Une Nouvelle Histoire pour Brest sur le déploiement de l'éolien flottant. Vous avez dû avoir les informations. Il a fait également l'objet d'un dépôt sur table. Nous vous invitons à rester vigilants sur les délibérations 8 et 14, puisqu'il y a des déports pour éviter le conflit d'intérêts. Et enfin, mais vous l'avez déjà, le prochain conseil de métropole aura lieu le mardi 30 juin, ici même à 14h30. Voilà, je vous propose une suspension de séance pour que les représentants de la CFDT Bibus
puisse s'exprimer. Je ne sais pas qui prend la parole pour vous. C'est Monsieur Pellenec. Exactement, merci Monsieur le Président de la Métropole. Bonjour à de délibération, mais il nous revient tout d'abord d'approuver les procès-verbaux des conseils de métropole du 10 et du 28 avril. Y a-t-il sur ces PV des remarques, des questions? Je considère qu'ils sont donc approuvés. J'aimerais, en ouverture de ce conseil de métropole, faire une intervention à la fois d'information et d'éléments complémentaires. Alors nous approchons toutes et tous vers l'été, mais l'agenda pour vous toutes et tous, dans vos responsabilités électives, dans les communes, j'imagine, est lui aussi très chargé. Alors nous avons un conseil de métropole compact avec 13 délibérations. Ça ne sera pas le cas le 30 juin prochain, puisqu'on devrait tangenter les 90 délibérations. Avant toute chose, je voulais vous informer, si ce n'est pas le cas, du départ de notre collectivité de Gwenaël Leblond-Masclé, directeur général adjoint du pôle développement économique et urbain, qui part pour la région parisienne en tant que désormais directeur général des services de la prestigieuse école normale supérieure de Paris-Saclay. Alors, je l'ai fait à l'occasion de son départ. Je tiens à nouveau et publiquement devant cette assemblée remercier Gwenaël pour ses 8 années de bons et loyaux services. Je ne sais pas si lui-même est connecté et nous regarde à la télévision, mais son implication est plus singulièrement dans des dossiers métropolitains d'envergure, la stratégie métropolitaine de développement économique, les 2 opérations du nouveau programme national de renouvellement urbain, dont je dirai un mot complémentaire, mais là pour les quartiers de Caliverzan, Pontagnoux, Recouvrance et Bellevue, ou encore le projet stratégique urbain, et j'en oublie. Et je lui souhaite, et nous lui souhaitons bon vent pour ses nouvelles responsabilités. Son intérim sera assuré par Éric Vandenbroek, directeur du développement économique et international. Et au sein de ce même pôle, nous avons d'ici quelques semaines le départ à la retraite de Victor Antonio à la direction des mobilités. Et je tenais à vous informer que j'ai décidé de confier la responsabilité de cette direction à Kevin Melou, déjà aujourd'hui directeur de la DECOG, et qui là, pour le coup, prendra, je ne sais pas si c'est du galon, mais toujours est-il un dossier extrêmement important autour des mobilités. Il m'apparaît également important de vous prévenir de l'imminence d'un recrutement d'une ou d'un directeur général des services à la suite du départ de Bertrand Huguin. Je sais que cette arrivée est attendue de toutes et tous, à commencer par les services de la métropole et de la ville. Entre-temps, j'ai engagé un certain nombre de rencontres avec les maires et les conseils municipaux des 7 communes de la métropole. Ça se poursuit et je remercie les maires, les nouveaux comme les anciens, pour l'accueil qui m'est aujourd'hui réservé. Alors, je sais qu'il y a quelques contrariétés d'agenda qui m'ont vu repousser notamment la visite de Guy Pava, mais l'accueil n'en sera que plus chaleureux. Et lundi, je me rendrai au Relais de Quérillon. Voilà, c'est bon, on me fait signe de la tête que c'est validé. Alors plus sérieusement, je tiens une grande importance d'aller vers les communes, parce qu'il s'agit d'écouter, de rendre compte, de débattre, et ce mandat métropolitain est celui de l'écoute et de la proximité. Et c'est une exigence parce que les dossiers sont nombreux dans les communes, nombreux à la métropole. Je cite pêle-mêle le projet stratégique urbain et les documents cadres de planification, que sont le plan local d'urbanisme habitat mobilité, le plan climat air énergie territoriale, qui seront adoptés avant l'été 2028 et qui engageront notre métropole jusqu'en 2040 au moins. Et je sais que les enjeux sont déterminants sur toutes les communes, mais probablement un peu plus singuliers à Beauhard, au Relais-Quérillon et à Brest, puisque les majorités y ont changé. Je cite aussi le pacte de gouvernance, avec son volet consacré aux politiques de proximité, avec une refonte des logiques de financement via la mise en œuvre d'un fonds de concours montant et descendant, dossier que j'ai confié à mon ami Yves Dubuis, ici au premier rang. Le pacte financier et fiscal,
si déterminants à conclure entre nos 8 communes, et j'en oublie. Dans un contexte de réduction très importante des marges de manœuvre, et nous y reviendrons tout à l'heure dans le cadre du vote du compte administratif, je crois fondamentalement que nous avons les moyens de conduire une dynamique de projet à l'échelle de notre métropole, respectueuse des identités territoriales, locales, communales, qui fait la part belle à l'intelligence collective, qui fédère, qui optimise et qui passe à l'action. C'est toute notre ambition. Et je l'ai évoqué dans une autre instance, Brest Métropole va se positionner sur le 3e programme national de rénovation urbaine, et ça n'a échappé à personne sur nos bancs. Cette ANRU 3 intervient dans un double contexte défavorable, une crise aiguë du logement, premier élément, et le deuxième, l'assèchement des ressources de l'État. Nous sommes quasi prêts, ou nous le serons. Et je rencontrerai le 24 juin à Paris le président de l'ANRU et sa directrice générale, donc Patrice Vergrit notamment, et j'ai également sollicité dans la même temporalité un rendez-vous avec le ministre de la Ville, Vincent Jeanbrun. Nous avons des arguments pour convaincre ici, et je suis déterminé à défendre les 3 dossiers que sont Pérourien, Kérango et Kéréderne, sous l'angle de la rénovation thermique et de l'accessibilité universelle, en plus bien entendu des enjeux liés au renouvellement urbain. Et dans le prolongement de ces 3 dossiers, nous allons accélérer sur les OPA-RU pour le Haut-Jaurès, la rue de la Porte, la rue Anatole France, avec nos partenaires que sont l'ASEMPI et Brest Métropole Habitat. Voilà ce que je souhaitais vous dire en ouverture de ce Conseil de métropole. Y a-t-il des réactions ou demandes de prise de parole? Madame Baudouin. Monsieur le Président, chers collègues, cela ne devrait jamais arriver. Cela n'aurait jamais dû arriver. Ces phrases tournent dans nos têtes depuis que le corps de Liana a été retrouvé dans le Gers et résonnent encore plus fort depuis que nous avons découvert le profil du principal suspect. Déjà inquiété pour une relation avec une mineure, déjà plusieurs fois soupçonné de viol et d'agression sexuelle. Attention cependant à ne pas en faire un monstre dans le sens d'être exceptionnel sortant de l'ordinaire. L'agresseur est un homme ordinaire qui s'en est pris à des filles de son entourage parce qu'il le pouvait. Nous exprimons à nouveau toute notre solidarité, notre compassion et notre soutien aux proches de Liana et à toutes celles et ceux pour qui cette tragédie fait écho à des drames personnels. Combien d'enfants dont la parole a été niée? Combien de femmes et d'hommes adultes qui n'osent plus parler? 3/4 des plaintes pour violences sexuelles sur mineurs sont classées sans suite. C'est 94% pour l'ensemble des plaintes pour viol. Et 8 enfants victimes sur 10 ne porteront jamais plainte. 70 000 affaires en cours. 70 000 faits de violence sur des enfants. Le ministre Gérald Darmanin demande aux procureurs de les passer en revue avant le 14 juillet, comme si c'était de leur volonté personnelle si ces dossiers n'étaient pas traités, comme si les magistrats les avaient rangés délibérément dans la pile « pas urgent, peut attendre ». La vérité est que notre système judiciaire agonise. Son budget est insuffisant par rapport aux besoins. Tant d'alertes ont été émises par des professionnels du système judiciaire et de la protection de l'enfance et ignorées par le gouvernement. On y manque de personnel, on y manque de salles disponibles pour tenir des audiences. Nous sommes parmi les 3 pays de l'Union européenne les moins dotés en procureurs. Nous sommes le 4e pays le moins bien doté en juges. Et pourtant, entre 2016 et 2025, le nombre de victimes de violences sexuelles a plus que doublé, passant de 52 000 à plus de 130 000 mineurs et majeurs dans le cadre familial et en dehors. Les procureurs restent d'ailleurs tributaires de la capacité des services d'enquête de police et de gendarmerie à mener des enquêtes préliminaires. Or, ces derniers connaissent des difficultés croissantes face à l'épaississement du stock des dossiers, directement liés à l'affaiblissement de la filière investigation, orchestrée par le même Gérald Darmanin lorsqu'il était à Beauvau. L'enquête en cours révélera s'il y a eu des défaillances individuelles dans l'approche des plaintes concernant le principal suspect du meurtre de Liana. Ce que l'on peut déjà affirmer, c'est qu'il y a eu une défaillance politique.
celle qui fait toujours passer les droits des plus fondamentaux de nos enfants après les exigences budgétaires. Pour cela, il nous faut mener une réflexion globale sur la culture du viol et sur la place de l'enfant dans notre société et la réalité des violences qui les ciblent. La Ciivise a déjà fait une partie du travail, consistant à proposer de nombreuses mesures pour accueillir et mieux traiter la parole des enfants victimes de violences sexuelles, révélant par le même temps le caractère massif de ces violences. Pourtant, 3/4 des propositions issues de ce rapport ont été enterrées par le gouvernement. Que l'effroi et la colère qui nous saisissent face à l'horreur de la mort d'un enfant ne soient pas vains, qu'ils servent à protéger tous les autres. Je vous remercie. Merci. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole? Madame Leroy? Oui, Monsieur le Président, merci de me laisser la parole, chers collègues. Je voulais intervenir parce que j'entends et je lis depuis quelque temps une petite musique qui laisse à penser que rien n'a été fait depuis plusieurs années sur la métropole. Pourtant, lorsqu'on prend un peu de hauteur, on se rend compte que Brest dispose d'atouts à faire valoir. J'en veux pour preuve les résultats du classement des villes étudiantes les plus attractives établi par le magazine L'Étudiant. Brest y figure en 6e position, derrière Toulouse, Rennes, Montpellier, Caen et Nantes, ex-aequo avec Lyon, alors qu'elle se situe en 46e position si l'on ne tient compte que des effectifs étudiants. Pour la première fois, Brest entre donc dans le top 10 des villes universitaires, puisqu'elle se situait en 19e position l'année dernière et en 21e position en 2022. Cette 6e place ne doit rien au hasard et elle ne s'est pas construite en un jour. Elle est le fruit d'un travail patient, obstiné, mené sur près de 40 ans par les présidents successifs de l'UBO, par les équipes municipales qui se sont succédées et aussi par des associations étudiantes qui animent les campus au quotidien. Rappelons-nous, l'implantation de la faculté des lettres en centre-ville n'allait pas de soi. Elle a suscité des critiques, des résistances, des questionnements, des doutes. Pierre Maille, à l'époque, a tenu bon, et preuve en est qu'aujourd'hui, il avait raison. Et encore, il faut noter que cette 6e place a été obtenue avant même que la 2e ligne de tramway, qui dessert les principaux sites universitaires, ne soit pleinement entrée dans les usages, avant que les étudiants et les enseignants l'aient vraiment adoptée, avant qu'elle ne soit devenue ce réflexe du quotidien qu'elle est en train de devenir aujourd'hui. Or, la question des mobilités joue un rôle important dans l'attractivité d'une ville universitaire. Imaginons donc ce que ce classement pourrait être en 2027. Et si vous repreniez à votre compte, Monsieur le Président, la proposition d'instaurer un pass transport à 10 € par mois pour les moins de 26 ans, je pense sincèrement que Brest pourrait franchir un échelon supplémentaire. Et toujours dans le domaine des transports, je souhaite mettre en avant aussi les retombées de Mon Réseau Grandit, à un moment où les critiques ont tendance à se multiplier et où certains et certaines remettent même en cause le BHNS. Un rapport de l'ADEPA, en effet publié en avril, nous invite précisément à prendre de la hauteur. Ce projet représente un investissement total de 225,5 millions d'euros hors taxes. C'est un effort considérable pour notre collectivité. Certains n'y ont vu que des perturbations, des chantiers, des contraintes. Mais je veux aujourd'hui parler de ce que ce projet apporte concrètement à notre économie locale. Sur la seule période 2021-2023, 25,8 millions d'euros ont été engagés. Et sur ce montant, 13 millions ont bénéficié directement aux acteurs économiques du pays de Brest. La valeur ajoutée, c'est-à-dire la richesse réellement créée sur notre territoire, est estimée à 6,3 millions d'euros pour le seul pays de Brest sur cette même période. Ce rapport met aussi en lumière le contexte dans lequel ces retombées se sont produites. Entre 2021 et 2023, juste après le Covid, le secteur de la construction traversait une période difficile, marquée par un ralentissement lié à la contraction de la demande privée. Dans ce contexte, le chantier Mon Réseau Grandit a agi comme un amortisseur économique pour nos entreprises du BTP, comme un soutien concret à l'emploi local au moment où il était le plus nécessaire.
Et nous n'en sommes qu'au début. Les retombées que nous mesurons aujourd'hui ne sont que les prémices de ce que ce projet va générer pour notre territoire. Ce que nous enseigne donc l'histoire du développement de l'enseignement supérieur à Brest et ce rapport sur les retombées de Montréseau-Grandy, c'est une leçon simple et exigeante à la fois. Les grandes transformations demandent du temps, de la conviction et de la continuité. Les élus qui ont voté ces projets, qui les ont portés, n'en ont pas toujours vu les résultats. Et inversement, certains élus qui se sont opposés à ces projets seront amenés à les achever, à les inaugurer et parfois même à en vanter les mérites. Alors attachons-nous à éviter les caricatures, soyons lucides, soyons modestes et surtout, soyons optimistes et déterminés pour le développement de notre métropole. Je vous remercie. Merci. Y a-t-il d'autres prises de parole? Monsieur Dissot. Oui, merci Monsieur le Président, chers collègues. Il y a presque 3 ans, c'était presque jour pour jour, les frères Le Saint avaient déclaré vouloir se retirer du sport à Brest si le stade Hauts-Fruits-de-Veynes ne voyait pas le jour. Après avoir d'abord annoncé qu'ils paieraient tout, on était passé d'un stade 100% privé, là, un gentil petit coup de pression pour aspirer des fonds publics. Et cette semaine, enfin la semaine dernière plus exactement, patatras, ils annoncent qu'ils ouvrent la porte à une vente du club. Alors nous, depuis le début, je sais que vous le savez, Monsieur le Président, mais peut-être que les nouveaux venus ici ne le savent pas encore, le projet d'Arkea Park n'a pas de modèle économique, n'est pas viable. Il mobiliserait des dizaines de millions d'euros d'argent public, probablement plus de 60, dans un contexte budgétaire qui est très tendu, et argent qui pourrait nous servir évidemment à financer les urgences sociales et écologiques dont le territoire a cruellement besoin. Et j'ai bien écouté par ailleurs votre souhait de rigueur budgétaire et de faire attention aux moindres deniers d'argent public. Évidemment, ce serait un cadeau au privé, et le milieu du foot, en l'occurrence, c'est le summum de l'économie de marché capitaliste et opportuniste. Moi, je ne doute pas du tout que les propriétaires veuillent, au fond, le meilleur pour le territoire, qu'ils fassent du bon boulot, etc. J'ai rien contre du tout, mais évidemment, ils sont rattrapés par les réalités du marché et par l'économie du foot. Le foot français est en crise profonde, multifactorielle, qui est largement due au choix rocambolesque de la Ligue de football professionnel et la chute vertigineuse des droits télé. Et donc, un club comme Brest n'investit pas beaucoup, est frileux sur le marché, est structurellement déficitaire et forcé de vendre ses meilleurs actifs tous les ans pour lutter pour sa survie dans l'élite. Les annonces de cette pré-saison, d'ailleurs, ne prêtent pas forcément à l'optimisme. Et donc là, mon sujet, c'est qu'on apprend que la porte est ouverte à des investisseurs, à une vente, et même au rêve de la multipropriété. Je ne sais pas si vous connaissez ce modèle, c'est là où on devient une succursale d'un gros club, anglais en général, où on perd tout contrôle. Je vous invite à aller voir ce que pensent les supporters de Lorient, Strasbourg ou Gérone en Espagne qui viennent descendre dans D2. C'est pas terrible. Alors évidemment, ils font ce qu'ils veulent, hein, il n'y a pas de problème. Dans ce qui est devenu le football professionnel, peut-être qu'ils n'ont pas le choix d'ailleurs. Mais le projet de stade là-dedans, évidemment, il est incompréhensible qu'on s'obstine dans ce projet en dépit du bon sens économique, écologique et sportif. Et je vais le redire, si ce projet vieux de 25-30 ans n'avance pas, c'est pas à cause du Roitelet UP, de la Vipère Pléiade ou du Grand Rhinolophe. Pas plus d'ailleurs que ce ne serait la faute de militants, environnementalistes, courageux que certains brocardent, mais bien parce qu'il n'y a pas de modèle économique, parce que personne jusqu'ici n'en a eu les moyens, ni les Le Saint, ni la métropole, et c'est pas prêt de s'arranger. Alors, je vous propose juste un petit quiz. Qui a dit « Je préfère avoir des capitaux locaux que des capitaux américains, des fonds de pension américains, etc., qui peuvent se retirer à tout moment ?» Ça, c'était François Cuandre. Qui a dit « C'est un choix affectif, c'est pour le groupe Le Saint, nous ne l'aurons certainement pas fait pour un club détenu par un fonds de pension d'investissement étranger ». Et bien ça, c'était le PDG d'Arkea en annonçant le naming du stade en 2023. Et enfin, le risque est entièrement porté par une société privée. En cas de dépassement du montant, mais là-dessus les frères Le Saint sont très sereins, on est loin du Qatar. Ni le stade brestois, ni la société de portage ne sont la propriété d'un fonds de pension américain, d'un oligarque russe, d'un milliardaire chinois, ni d'un émir du Qatar. Nous sommes sur un montage en circuit court avec à la manette les frères Le Saint. Eh bien ça c'est vous, Monsieur le Président. Ah, très bien. Mais serez-vous aussi catégorique dans quelques mois ? Parce que on va au casse-pipe avec ce projet depuis le début, mais avouons qu'aspirer des dizaines de millions d'argent public en jouant sur la fibre passionnelle pour revendre le club juste après, ce serait quand même un peu gros. Ma question est simple, que ferait la métropole et trouvez-vous encore légitime, normal, de financer ce stade si un autre investisseur, quel qu'il soit d'ailleurs, venait à prendre tout ou partie du contrôle du club ? Je vous remercie. Merci. Y a-t-il des questions, remarques ?
Il n'y en a pas. Très rapidement, pour ne pas trop prolonger les débats, sur l'IANA. Je rejoins le constat, je ne vais pas m'étendre. Le combat qui est le mien, qui est le nôtre, c'est d'augmenter les moyens de la justice à Brest. Et dans les rendez-vous que j'ai pu solliciter et dans les enjeux que j'ai pu mesurer, il y a des rencontres avec le procureur et la présidente du tribunal. Il y a des échanges aussi avec le président du département qui a fait des propositions il y a quelques années pour l'aménagement de l'ancienne antenne départementale en palais de justice. Ce sont des projets que je défends et sur lesquels nous allons être amenés probablement à faire des propositions aussi au ministère de la Justice. Sans rien laisser préfigurer, je souhaite pouvoir rencontrer le garde des Sceaux pour évoquer la situation des moyens de la justice à Brest et de les augmenter. Sur les aspects législatifs, encore une fois, je suis bien démuni n'étant pas moi-même parlementaire. Mais effectivement, il y a des choses à améliorer. Sur l'intervention de Madame Leroy, oui, nous aimons notre ville, nous aimons notre métropole. Il y a des choses formidables qui ont été faites et il en reste encore beaucoup de formidables à mener. Et si Brest progresse dans son image, dans les classements, dans les challenges qu'elle doit mener, eh bien tant mieux, tant mieux. Il n'empêche que nous pouvons aussi améliorer des dispositifs déjà existants. Et c'est ce vers quoi nous nous dirigeons. Concernant le point des mobilités, on aura l'occasion d'en débattre, d'en échanger avant l'année 2028 et la reconfiguration liée à la délégation de services publics. Et enfin, je le dis avec un peu de malice, Monsieur Dissot, je vous savais adepte du tri et du recyclage, comme moi d'ailleurs, mais je n'ai pas envie de refaire le match à la Eugène Sacomano. Donc on verra qu'est-ce qui sera posé sur la table. Je regarde le maire de Guipava, nous n'avons pas varié dans notre soutien au projet de Stahl tel qu'il est présenté aujourd'hui aux collectivités. Les porteurs de projets n'ont pas l'intention de baisser pavillon. C'est bien mal connaître les frères Le Saint que de considérer qu'ils viendraient diluer les modalités de gouvernance à un point qui leur ferait perdre la main. On n'en est pas là. Et moi, vous avez rappelé mes propos, je suis un adepte des circuits courts et surtout lorsque des personnes ont porté comme cela, et on l'a vu cette saison avec le BBH, ont porté comme cela le sport qui devient aussi un élément de fierté pour l'ensemble du territoire, une inspiration pour bien des jeunes, avec énormément de pondération de mon côté concernant le salaire de certains joueurs. Enfin bon, il n'empêche que le sport nous permet de nous retrouver, et c'est encore un facteur là de réjouissance et de convivialité. Donc attendons, et on aura l'occasion d'en débattre dans les prochains mois, les prochaines années. Y a-t-il d'autres questions, remarques? Il n'y en a pas. Je vous propose donc de passer à l'examen de l'ordre du jour avec la première délibération qui concerne l'approbation du compte de gestion. Nathalie Colovati. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers collègues, le compte de gestion présenté par Monsieur le Trésorier principal retrace les opérations de l'exercice 2025 du budget principal et des budgets annexes. Dans un contexte de changement de majorité, il est important de rappeler que ce document relève d'un contrôle comptable indépendamment de nos orientations politiques. Le compte de gestion 2025 présente des résultats concordants avec ceux du compte administratif 2025 que nous verrons après. En conséquence, il nous est proposé, après avis des commissions compétentes, d'approuver le compte de gestion 2025 établi par le comptable de Brest Métropole, celui-ci n'appelant ni observation ni réserve de sa part. Alors, pour l'avis des commissions, avis de la commission plénière Brest Métropole, avis favorable à la majorité. Merci. Avez-vous des questions? Madame Cuchel? Monsieur le Président, chers collègues, alors le compte de gestion, c'est effectivement la certification par le comptable public de la sincérité de nos comptes. Ce n'est pas une opinion, ce n'est pas un programme politique, c'est la signature d'un fonctionnaire de l'État qui atteste que chaque euro a été engagé, dépensé et tracé dans les règles. Pendant 12 ans, Madame Bourbigo et plusieurs d'entre vous présents dans cette salle a refusé de voter ce document, 12 ans à contester la gestion de cette métropole, 12 ans à laisser entendre que nos comptes manquaient de rigueur et de transparence. Ce soir, elle va voter la certification comptable de cette gestion. Je ne ferai aucun
commentaires supplémentaires. Les actes parlent d'eux-mêmes. Mais pour paraphraser notre ancien collègue, les bras m'en tombent. Merci. Pas trop bas, j'espère. Voilà. Y a-t-il d'autres remarques ou questions? Il n'y en a pas. Je mets donc cette approbation au vote de notre Assemblée. Y a-t-il des votes défavorables, des abstentions? Abstention de Brest Insoumise. Non, opposition? J'ai pas entendu. Vous êtes contre. Donc vous êtes contre. Des abstentions? Il n'y en a pas. Qui est favorable? Le reste, je vous remercie. Nous passons au compte administratif 2025. Et toujours Nathalie Colovati. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers collègues, pour commencer, je souhaite remercier les services de la collectivité pour la qualité des supports de présentation donc de ce compte administratif 2025. Le compte administratif qui nous est présenté retrace l'exécution de l'exercice 2025 qui s'achève par un excédent consolidé de 2,8 millions d'euros sur l'ensemble des budgets principaux et annexes. L'examen de ce document répond à une obligation réglementaire et va être, pour notre nouvelle équipe, le point de départ budgétaire de ce mandat. Ce compte administratif montre que les équilibres globaux de la métropole sont préservés, mais une analyse attentive des sections de fonctionnement et d'investissement révèle des points de vigilance et des tendances de fond qu'il faut avoir à l'esprit en ce début de mandat. La section de fonctionnement totalise 406 millions d'euros de recettes pour 336 millions d'euros de dépenses. Si l'équilibre de la section est bien assuré, l'évolution des recettes et des dépenses mérite de plus amples explications. Du côté des recettes, le premier constat à faire est leur évolution ralentie par rapport à 2024. Elle ne progresse que de 1,4% globalement. Cette progression ralentie se retrouve au niveau des recettes fiscales, plus 0,8%, avec le gel de la fraction de TVA transférée à la métropole au titre de la part de taxes d'habitation supprimée et celle de la CVAE. Parallèlement, la dotation globale de fonctionnement de la métropole a subi une nouvelle baisse, moins 1,5%, afin de financer au niveau national la croissance de la péréquation communale. Enfin, les recettes tarifaires liées au réseau de transport public ont baissé de 8% en raison de l'impact du chantier Mon Réseau grandit. Du côté des dépenses, plus 1% globalement. Alors tout d'abord, les charges personnelles s'établissent à près de 92,5 millions d'euros en progression de 1,4%. Elles intègrent les effets de mesures nationales sur les cotisations de retraite, donc CNRACL, qui vont peser de manière croissante dans le budget métropolitain jusqu'en 2028. Ensuite, les charges à caractère général connaissent une progression modérée, plus 1,4%. On y retrouve, d'une part, le forfait de charges versé au titre de la DSP Mobilité pour près de 56 millions d'euros, et d'autre part, une baisse significative des coûts énergétiques et de fourniture pour 14 millions d'euros. Enfin, l'annuité de la dette représente 35,5 millions d'euros, en progression de plus de 7% du fait du réendettement de la métropole en lien avec le projet Mon Réseau grandit. La section d'investissement totalise 207 millions d'euros de réalisation. Il s'agit d'un investissement record en forte progression du fait de l'achèvement des opérations relatives à la deuxième ligne de tramway et au BHNS. Pour le seul projet Mon Réseau grandit, 124 millions d'euros ont été dépensés l'année passée. Le taux d'exécution budgétaire des autres programmes d'investissement est également très haut, avec près de 90% des crédits inscrits ayant donné lieu à mandatement. Pour financer ce volume d'investissement très important, la métropole a mobilisé son épargne nette pour près de 35 millions d'euros et elle a mobilisé de nouveaux emprunts pour 116,5 millions d'euros. Ces choix de gestion ont conduit à une augmentation nette du stock de la dette de 90 millions d'euros, portant l'encours global
de dette à 474 millions d'euros à la fin 2025. Le pilotage de cet encours va constituer un point de vigilance. Le ratio de solvabilité est situé à 7,9 années d'épargne brute et à la limite de la zone orange, qui est située entre 8 et 12 ans, et des décisions devront être prises quant au rythme de désendettement de la métropole afin qu'elle puisse continuer à investir durablement. Pour conclure, le compte administratif 2025 livre une photographie précise de la situation financière de la métropole à la fin 2025. Son adoption passée, les prochaines étapes budgétaires seront l'occasion de définir de nouvelles priorités pour la métropole en lien avec les communes membres. Je vous remercie. Alors, avis de la commission. Plénière Brest Métropole, avis favorable à la majorité. Merci. Y a-t-il des questions, remarques? Madame Baudouin. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, nous tenons tout d'abord à saluer le travail des services qui ont répondu à nos nombreuses questions qui concernaient essentiellement des incohérences que nous avions notées entre le compte administratif 2024 et le compte administratif 2025. Ces incohérences se sont avérées être des coquilles et nous sommes heureux d'avoir pu contribuer à les repérer et à les corriger. Nous avions également demandé la raison de la baisse du fonctionnement alloué aux aires des citoyens français itinérants et il nous a été répondu que cette baisse était due à une baisse du coût de l'énergie. Nous serons toujours vigilants à ce que l'argent public alloué à cette politique essentielle soit à la hauteur des besoins. Nous avions aussi demandé la raison de la forte hausse des lignes consacrées aux politiques d'attractivité, de tourisme et de rayonnement, hausse qui atteint les 776 000 €. La raison en est la création de la nouvelle DSP Attractivité, Tourisme et Grands Événements. Nous émettons des réserves quant à la pertinence de cette DSP créée par l'ancien président socialiste dont vous étiez premier vice-président, non seulement sur sa forme mais également sur le fond. En effet, vous connaissez notre aversion politique pour ces DSP qui sont en réalité des privations de l'action publique. De plus, la meilleure politique d'attractivité d'un bassin de vie, c'est celle qui est mise au service des habitantes et des habitants, et non pas au service de la touristification. Privilégier la mise en tourisme de notre bassin de vie en pleine crise économique, écologique et sociale nous paraît ainsi un pari risqué et en complet décalage avec les enjeux auxquels nous sommes confrontés. Nécessité de la réindustrialisation, urgence de la lutte contre le réchauffement climatique, impérieux soutien à une population fragilisée par des budgets austéritaires votés à Paris par la droite et soutenus par le Parti socialiste. Ce compte administratif 2025 porte également la marque de l'équipe de François Culiandre. Ainsi, en dehors du projet Mon réseau grandit, on constate une frilosité face à l'investissement, doublée d'un choix systématique de privilégier le recours à l'épargne nette et à l'auto-investissement au lieu de recourir à l'emprunt, même si ce défaut de gestion est moins marqué à la métropole qu'à la ville, avec une capacité de désendettement qui frôle les 8 années. Ces 8 années sont la limite jugée saine, selon une certaine doxa de l'économie publique. L'année 2025 voit ainsi un recours important à l'autofinancement et même un recours au fonds de roulement. Au vu des conditions d'emprunt actuelles, ce choix, qui correspond à l'idéologie néolibérale qui impose cette idée fixe de rester sous les 8 ans d'encours de la dette, prend en fait le risque d'appauvrir la collectivité, tout en économisant sur les services publics dus aux habitantes et aux habitants. Vous-même, Monsieur le Président, lorsque vous étiez maire de Gouesnou, vous rappeliez dans la présentation de votre dernier BP 2026 que le seuil de vigilance est en fait de 12 années et vous avez largement recouru à l'emprunt pour financer vos investissements. Nous plaidons pour une collectivité qui utilise au maximum ses recettes de fonctionnement pour fonctionner et rendre les services attendus par les habitantes et les habitants. Pour une collectivité qui sait investir et donc emprunter. Pour une collectivité qui ne privatise pas ses missions par d'innombrables délégations de services publics. Pour toutes ces raisons, nous votons contre ce compte administratif 2025. Je vous remercie. Merci. Y a-t-il d'autres interventions? Madame Cuchel. Merci. Merci effectivement au service pour la qualité du travail. Alors oui, le compte administratif est un document politique. Il a toujours été. Chaque euro dépensé traduit un choix. Et je pense que, suite à ce qui vient d'être dit, il y aurait eu des choix comme le tramway est tellement important, n'aurait pas pu se faire avec d'autres. Chaque investissement reflète une priorité.
Chaque ligne de ce document dit quelque chose de la vision que nous avons eue pour Brest et pour ses habitants. Alors assumons-le pleinement. Ce compte administratif 2025, c'est le nôtre. C'est 40 ans de choix politiques pour l'investissement, pour les services publics, pour la transition écologique et pour les mobilités. Et ce soir, les chiffres nous donnent raison. Ce que ce compte administratif 2026 dit, c'est que la métropole de Brest a été gérée avec sérieux et ambition. 2,8 millions d'excédents global de clôture des comptes sont à l'équilibre. 7,9 ans de capacité de remboursement en zone verte, loin du plafond national des 12 ans. 89% de taux de réalisation en investissement, un niveau record. 206 millions d'investissements total, je pense que c'est énorme, dont 123 millions pour mon réseau grandi. 34 millions d'épargne nette qui financent 42% des investissements. Une métropole qui termine l'exercice en excédent, une dette maîtrisée, loin des seuils d'alerte, un niveau d'investissement record, ce n'est pas la photographie d'une collectivité mal gérée. C'est celle d'une métropole qui a investi, qui a tenu ses finances et qui laisse à ses successeurs une maison en ordre. Pendant la campagne, on nous a dit que nous avions mal géré. Ces chiffres répondent mieux que n'importe quel discours. Ils sont dans le document, ils sont vérifiables, ils sont les nôtres. Ces résultats ont été obtenus par un contexte national qui n'a cessé de se dégrader pour les collectivités. La DGF de la métropole baisse depuis 5 ans. 26 millions d'euros en 2025 contre 28 millions en 2021. Ce sont des millions en de moins chaque année pour financer nos services et nos investissements. La TVA transférée a été gelée, contraignant nos recettes à une progression de 0,8% dans un contexte d'inflation bien supérieur. Ce n'est pas ça la décentralisation, c'est de la recentralisation habillée en simplification et cela concerne directement Brest, directement nos projets, directement notre capacité à décider pour les Brestois. C'est dans ce contexte que le Parti socialiste a choisi de voter le budget de l'État en responsabilité, non par enthousiasme, mais parce que laisser les pays sans budget, laisser les collectivités sans dotation aurait été encore plus grave pour les Français. C'est cela la responsabilité politique, pas le confort de l'opposition facile, le choix difficile assumé en service de l'intérêt général. Nous l'avons fait à l'échelle nationale et nous l'avons fait ici à Brest. Pour autant, ce compte administratif appelle une question directe à la majorité et je souhaite qu'elle y réponde cet après-midi. Notre budget primitif 2026, je remercie Yann Guével qui doit nous regarder, a été voté dans des conditions exceptionnelles sans loi de finances adoptée, rappelons-nous. C'est un contexte d'incertitude nationale majeure. Dans ces circonstances, l'usage et la bonne gestion commandent une décision modificative rapide, dès que la loi de finances est connue pour ajuster les dotations, corriger les hypothèses et donner une image sincère et complète de nos finances. À l'époque, nous avions proposé un budget resserré par rapport aux lois de finances. Nous sommes en juin, la loi de finances a été votée, nous n'avons toujours pas de décision modificative. Je m'en étonne, pas par esprit polémique, par souci de bonne gestion. Quand va-t-on savoir quels sont les véritables choix de cette majorité ? Quelles politiques publiques sont maintenues, renforcées ou abandonnées ? Quelles recettes nouvelles sont intégrées ? Sans décision modificative, ce budget primitif reste une coquille. Et une coquille, dans les contextes actuels de contraintes financières sur les collectivités, c'est un budget d'austérité, par défaut non assumé, non débattu, non voté. Ce compte administratif apporte également une réponse définitive à ceux qui, pendant des années, y compris pendant la campagne électorale, ont remis en cause le coût de la gestion du projet du tramway. Le projet Mon Réseau Grandi, c'est 225 millions d'euros au total, 124 millions engagés en 2025 seulement. Un taux de réalisation record, des recettes de TVA et des subventions en cours d'encaissement inscrites et tracées dans ces documents. Certains maires de la métropole ont agité le spectre du dérapage financier avant les élections. Ce compte administratif leur répond. Les comptes ont été tenus comme durant tous les mandats successifs de la gauche. Les engagements sont respectés, ce n'est pas nous qui le disons, c'est le comptable public. Et une précision sur vos propos tenus lors de l'intervention de la séance de Bibius. La livraison de marche forcée est fausse, elle était prévue en novembre, et j'imagine que vous savez, Monsieur le Président, que des pénalités existent et les livraisons ne se font pas à temps. Donc c'est les entreprises qui ont dû livrer en février. Et oui, en 2018, nous avions 218 millions d'euros.
C'est vrai, mais entre-temps, il me semble, soyons honnêtes, qu'il y a eu un Covid, qu'il y a eu une guerre à nos portes, qu'il y a eu une augmentation et une inflation très forte. Dès 2021, l'annonce du projet final, nous avons fléché 225 millions annoncés. Donc voilà, c'est bien les propos que nous avions tenus à l'époque. 225 millions d'euros pour transformer les mobilités brestoises pour 30 ans. C'est un investissement d'avenir et il est maîtrisé. On nous a reproché pendant 12 ans le manque de lisibilité de nos structures. Je renvoie ceux qui doutent encore à la lecture de ce compte administratif. Tout y est, budget par budget, euro par euro. Ce que la nouvelle majorité hérite ce soir, c'est une métropole financièrement saine, un niveau d'investissement record et un projet de transport structurant en cours de réalisation. C'est aussi une contrainte, 53% des dépenses d'investissement sont cotées favorables à la transition climatique. Ce cap doit être tenu. Notre groupe votera ce compte administratif parce que c'est le nôtre, parce qu'il est sincère et parce que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Nous serons en revanche très attentifs à ce que les choix qui viennent ne dilapident pas ce que 40 ans de gestion rigoureuse ont construit. Oui, le compte administratif est un document politique et la politique que ces chiffres racontent, c'est celle d'une ville qui investit, qui maîtrise ses finances et qui construit son avenir. Nous en sommes fiers et nous veillerons à ce que cela dure. Je vous remercie. Merci. D'autres questions, remarques? Raphaël Leroux. Oui, merci Monsieur le Président. Quelques petites précisions à apporter à notre collègue de Brest Insoumise. J'entends parler de touristification. Alors moi, j'ai pas l'impression que nous soyons à Venise à l'heure actuelle. Loin de là, au contraire. Également sur la gestion qui en est faite du tourisme. C'est une société publique locale qui gère la destination, l'office de tourisme et les grands événements. La société publique locale, par définition, est détenue à 100% par des capitaux publics. Donc, il ne vous a pas échappé, essentiellement Ville de Brest et Brest Métropole. Quelques petites précisions. On est sur 342 000 touristes uniquement en 2024. On pèse 14% du tourisme à l'échelle du pays de Brest. Je pense qu'on n'est pas sur l'inondation, on est loin de là de l'inondation du tourisme. Également sur le tourisme, ce qu'il faut avoir en tête, quelques chiffres. 1 euro versé par Brest Métropole, c'est 8 euros de retombées économiques locales pour nos entreprises. Alors je sais que le capitalisme c'est un petit peu compliqué pour vous, mais évidemment, in fine, ça fait des recettes fiscales parce que ça fait des impôts. 40,8 millions de nuitées, 4,8 millions de nuitées, pardon, les 3/4 liés au tourisme d'affaires. Bon là, je pense que ça doit aussi un petit peu gêner. Donc le tourisme de loisirs, c'est le reste, 1/4 seulement. Voilà, donc simplement, je voulais aussi savoir si la basilique de Saint-Denis comptait être fermée compte tenu de sa fréquentation touristique. Je vous remercie. Merci. Y a-t-il d'autres questions, remarques? Clément Posier, puis Yves Dubuis. Merci Monsieur le Président. Je complète l'intervention de Raphaël Leroux en tant que président de Brest en Vue. La politique d'attractivité qui est menée au sein de la collectivité et pilotée directement par la SEM et la SPL Brest en Vue. C'est faux que de dire que l'attractivité bénéficie qu'à une partie de touristes ou ne serait pas utile pour la métropole. L'investissement, il est important. Il y a aujourd'hui plus de 3,5 millions de visiteurs dans les 12 sites qui sont gérés par Brest en Vue. Je ne pense pas que les Brestoises et les Brestois ne fréquentent pas l'Arena, ne fréquentent pas le Quartz, ne fréquentent pas Océanopolis. Donc c'est une politique très importante pour la métropole. Brest en Vue est pleinement engagé dans les transitions, sur le sujet des ports, sur le sujet aujourd'hui de la réduction de gaz à effet de serre. Et on a aujourd'hui plus de 98 millions de retombées économiques par an grâce à Brest en Vue. Donc investir 700 000 euros avec la métropole, ça se justifie aujourd'hui. Yves Dubuis. Oui, Monsieur le Président, moi je voudrais apporter un contrepoint à ce que vient de dire Mme Cuchel sur les questions budgétaires et notamment le point d'atterrissage du programme Mon Réseau Grandit. Certes, aujourd'hui, on vote le compte administratif pour l'exercice 2025. Le réseau a été mis en route début 2026 dans les conditions qui ont été rappelées tout à l'heure.
le compte administratif 2025 ne saurait en aucun cas constituer un point d'atterrissage du programme. Et les réserves qu'on a pu émettre au cours des années passées et jusqu'au vote du budget 2026 ne sont pas levées pour le moment. On est loin d'être arrivé au bilan de l'opération Mon Réseau Grandit. Je n'ai pas vu, ni à BMA, ni côté métropole, qu'on ait donné quitus de quelque opération que ce soit. Il faudra encore des mois et peut-être des années pour consolider un bilan de cette opération. Et c'est à ce moment-là qu'on verra où est-ce qu'on en sera par rapport aux 225 millions d'euros. Je vous remercie. Merci. D'autres questions, remarques? Moi, j'aimerais... Oui, Madame Cuchel? Juste une petite réponse, on Oui. est bien d'accord, mais ce sont des négociations et à force de dire que ça coûtera plus cher, les entreprises ont tous les arguments pour que ça coûte plus cher. Donc attention à la majorité de leur discours qui dit. Oui, c'est une façon curieuse de voir les choses, mais moi je ne suis absolument pas aujourd'hui dans une logique revancharde et de dire qui a tort, qui a raison, on avait dit ceci, on avait dit cela. Voilà, nous avons une situation budgétaire avec une photographie, mais si on déroule le film, eh bien ça devient dynamique. Et effectivement, je rejoins mon collègue Yves Dubuis sur le fait que là nous avons une photographie, mais il y en aura d'autres photographies. Et celles-ci sont évolutives. Et en 2 mois, excusez-moi, mais je soulève et nous soulevons les couvercles les uns après les autres, pas tous en même temps, parce qu'à un moment, ça devient plus complexe, mais nous avons un certain nombre de points de vigilance. Et c'est ce que je vais rappeler avant de vous quitter temporairement, puisque c'est assez curieux, mais le président doit quitter la séance le moment du vote du compte administratif, même si ce n'est pas au final le sien. Il y a des éléments de satisfaction aujourd'hui dans ce compte administratif. Ils ont été rappelés avec la préservation des seuils d'épargne, ce qui n'est pas le cas à la ville. Ce qui n'est pas le cas à la ville. Je ne vais pas faire le débat, mais les seuils d'épargne ici sont préservés, avec une épargne brute en légère hausse et une épargne nette quasi stable. Des taux de réalisation très élevés, donc ça veut dire qu'il y a eu du travail, entraîné notamment par la réalisation de Mon Réseau Grandit. Point de vigilance aussi, donc ça c'est les points positifs, c'est un contexte budgétaire national défavorable, avec des dotations d'État qui baissent et poursuivent leur baisse, certes relative dans ce compte administratif, puisque nous avons une perte d'1 demi-million d'euros. Notons aussi le gel de la TVA transférée. Le gel, c'est une forme d'austérité, décidée en loi de finances. Et puis, plus globalement, je ne vais pas revenir sur l'histoire, mais nous voyons une perte progressive de l'autonomie fiscale des collectivités, quelles qu'elles soient. Et nous avons de vrais points de vigilance. C'est d'abord l'absorption de Mon Réseau Grandit en année pleine en 2026, et en termes d'endettement comme de fonctionnement, avec une hausse importante du forfait de charge global à plus de 4,5 millions, complémentaire, je l'ai dit tout à l'heure, donc 61 millions d'euros contre 56,5 millions d'euros. Nous avons un point de vigilance aussi sur le pilotage des charges, quelles qu'elles soient, et un point qui me préoccupe énormément à la ville comme à la métropole, c'est la situation du patrimoine immobilier, avec ce qu'on peut parler de dette technique, c'est-à-dire comment remettre à niveau les bâtiments propriété ville et propriété métropole. Dette technique, c'est-à-dire les travaux qu'il faudrait mener pour les remettre dans un bon niveau. Ça, on aura l'occasion, dès que les outils de pilotage auront été bien étalonnés, de vous le présenter. Et donc la situation est loin d'être idyllique. Loin d'être idyllique. Et c'est d'ailleurs ce que vous avez présenté, Madame Cuchel, avec l'équipe précédente, avec des points dans les orientations budgétaires 2026, dans sa partie prospective 2026-2030, que nous retrouvons, avec une diminution progressive des seuils d'épargne et un enjeu majeur de reconstitution de la capacité financière de la collectivité. Un endettement qui est à un niveau très élevé, Nathalie Colovati l'a rappelé, 474 millions d'euros aujourd'hui et 455 millions d'euros en moyenne
sur les 5 prochaines années et un ratio de désendettement qui va, si rien n'est fait, poursuivre pour atterrir autour des 10 ans. Et puis, je vais ne l'apprendre à personne que les collectivités sont très sensibles aux variations des politiques nationales et du contexte national comme international. Donc, voilà l'état des lieux. Et ce diagnostic va nous permettre de nous projeter sur la définition du plan de mandat à venir, donc dans le courant de l'année prochaine. Et nous avons besoin d'une grande visibilité sur la trajectoire budgétaire de la métropole et de la ville. Et j'ai donc demandé, j'en fais l'annonce ici, j'ai donc demandé aux services de commander un audit extérieur, objectif, sur la situation financière de Brest Métropole et de la ville de Brest. Et en accord avec les services, en accord avec les élus, nous ne sommes pas dans une logique de défiance, ni de procès d'intention à l'égard des élus en poste auparavant, je le dis très clairement pour que ce point soit définitivement purgé, mais un audit qui doit aider à la décision les élus que nous sommes. Et c'est donc d'avoir un avis extérieur, d'experts, comme outil de pilotage. Parce que nous avons besoin aussi de retrouver cette logique de proximité, de travail avec les communes pour un service public de qualité pour l'ensemble des habitants de la métropole. Et ce ne sera donc pas un mandat de restriction, mais plutôt de trajectoire active pour reconstruire nos marges, maîtriser notre dette sans renoncer à nos ambitions. Voilà ce que je souhaitais dire sur ce compte administratif 2025. Je vous propose de passer au vote. Je quitte l'Assemblée quelques instants et passe la présidence de séance à Véronique Bourbigo. Donc je mets aux voix le compte administratif. Qui s'abstient? Qui est contre? Brest Insoumise. Qui est pour? C'est adopté, je vous remercie. On peut faire rentrer le président. C'était donc notre dernier compte administratif, puisque l'année prochaine, nous passerons au compte financier unique. La délibération numéro 3, les budgets annexes et affectation du résultat, Nathalie Colovati. Merci, Monsieur le Président. Donc, Monsieur le Président, chers collègues, donc, dans cette délibération, il nous est proposé d'approuver l'affectation du résultat de fonctionnement 2025 du budget principal et des budgets annexes selon les modalités qui sont indiquées dans la délibération. Est-ce que je détaille tous les budgets? Bon. Donc, l'avis des commissions... Alors, avis de la commission plénière Brest Métropole, avis favorable à la majorité. Merci. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Nous votons. Y a-t-il des votes défavorables? Brest Insoumise, des abstentions? Il n'y en a pas. Qui est favorable? Adopté à la majorité. Nous passons à la 4e délibération, l'adoption du règlement intérieur et budgétaire et financier de Brest Métropole. Nathalie Colovati. Donc, Monsieur le Président, chers collègues, donc, dans cette délibération, il est proposé au Conseil de la Métropole, après avis des commissions compétentes, d'approuver le règlement budgétaire et financier de Brest Métropole, joint en annexe de la présente délibération. Avis de la commission Affaires générales, finances, ressources humaines et dialogue social. C'est un avis favorable à l'unanimité. Merci. Des questions, remarques? Il n'y en a pas. Y a-t-il des votes défavorables? Des abstentions? Qui est favorable? Unanimité. Merci. La 5 avec la proposition de composition de la CIID. Nathalie Colovati.
Donc, Monsieur le Président, chers collègues, donc là, dans cette délibération, il nous est proposé, après avis des commissions compétentes, de proposer au directeur départemental des finances publiques la liste des nouveaux commissaires qui pourraient être amenés à siéger au sein de la commission intercommunale des impôts directs. Alors, les commissaires titulaires, Lecomte Joël, Salin André, Trangouez Joël, Le Jolivet Yann, Nicolas Bernard, Touroud François, Thomas Roselyne, Batani Jean-Luc, Russier Catherine, Quativi Yves, Colovati Nathalie, Margogne Christine, Balcon Jérôme, Thérom Pascal, Abalea Valérie, Itema Brian, Gouriou Franck, Longuest Johan, Guével. Je vous laisse deviner le prénom. Alors, il est indiqué sur la feuille, Guével Yann. Evin Baudouin Cécile. C'est possible. Service, il n'y a pas de... Ça c'est peut pas être un d'obligation. élu comme quelqu'un d'autre, citoyen, voilà. Donc il n'y a pas de... Je pense qu'il n'y a pas d'erreur. Pour les commissaires suppléants, Quintel Jean-Marc, Erlédan Maxime, Sénéchal Céline, Picard Eliane, Orvoine Claudine, Raymond Frédéric, Palut Johan, Machefer Claude, Abivin Bertrand, Lamour Axel, Leroux Raphaël, Richard Jean-Pierre, Elkaïm Jean-Philippe, Belfadel Nora, Baot Stéphane, Monot Gaël, Drivet Aurélie, Botorel Nelly, Cuchel Émilie et Oswald Christophe. Avis de la Commission Affaires Générales, Ressources Humaines et Dialogue Social. C'est un avis favorable à l'unanimité. Merci. Des questions? Monsieur Oswald. Monsieur le Président, chers collègues, comme beaucoup dans cette salle, le nom du 19e titulaire nous interpelle. Nous trouvons dommage que cette surprise nous arrive en séance et qu'il n'ait pas été possible de discuter de ce choix en commission. Et nous reconnaissons son expertise des finances publiques construite au fil des ans, mais nous considérons qu'il n'est pas raisonnable de sortir Yann Guével de sa retraite politique à cette occasion. Voilà. Voilà. Mais voilà, nous sommes surpris qu'il n'y ait pas eu de débat pour cette constitution de liste qui effectivement sort des usages à défaut de sortir des textes. Je suis pas certain que Yann Guével ait pris sa retraite politique déjà. Et ensuite, je trouve vos propos un peu durs. Et c'est habituel en fait dans la consolidation des propositions qui nous sont faites. Nous avons parfois des retards en fait dans les propositions. Et là, comme de tradition, je regarde les élus qui exerçaient le précédent mandat. Bien souvent, les propositions arrivent entre les commissions et le Conseil lui-même. Donc il n'y a aucune malice, aucune volonté de... Puis voilà, moi je pense que M. Guével a exercé dans cette collectivité. Il a aussi une plus-value, je pense. Donc voilà, on peut l'apprécier, on peut ne pas l'apprécier, mais toujours est-il qu'il a été vice-président des finances. Je pense que sa présence va avoir une plus-value dans cette commission, M. Oswald. Voilà. Je vous trouve dur avec vos camarades quand même. Voilà. Y a-t-il d'autres questions, remarques? Il n'y en a pas. On vote. Y a-t-il des votes défavorables, des abstentions? Qui est favorable? Unanimité. Merci. Je vous ai donc convaincu, Monsieur Oswald. Nous passons à la 6e délibération. Madame Baudouin. On voudrait bien juste être destinataire du texte dans lequel il est spécifié qui siège dans cette commission et les possibilités que ce soit une personne non élue. Merci. Ouais, dans la délibération, les références juridiques doivent être dans la délib, mais je demande au service de me les retrouver. On passe à la 6e, le temps de la présentation, je vous reviens d'ici quelques instants. Donc la CCSPL, Nathalie Colovati.
Oui, Monsieur le Président, chers collègues, donc dans cette délibération, il nous est proposé de désigner donc les membres de la commission consultative des services publics locaux et d'adopter son règlement intérieur, de fixer à 8 le nombre de membres du Conseil de la métropole et à 8 le nombre de représentants des associations locales. Alors, pour le Collège des élus de Brest Métropole, les noms sont Madame Perron Claudine, Monsieur Quativi Yves, Monsieur Balcon Jérôme, Madame Le Goff Elisabeth, Madame Ballanger Marion, Madame Picard Eliane, Monsieur Marziou Jean-Luc et Madame Baudouin Cécile. Au titre du Collège des associations, les structures suivantes, donc CSF pour Confédération syndicale des familles, AE2D pour Agir pour l'environnement et le développement durable, UFC Que veut choisir, l'Office des sports de la ville de Brest, Eau et Rivières de Bretagne, CLCV pour Consommation, Logement et Cadre de vie, BAPAV Brest à pied et à vélo, CNL 29, Confédération nationale du logement 29. Avis de la Commission Affaires générales, ressources humaines et dialogue social, c'est un avis favorable à l'unanimité. Merci. Des questions, remarques? Non. On vote. Y a-t-il des votes défavorables? Abstention? Qui est favorable? Unanimité. Merci. Je reviens à votre question, Monsieur Oswald. Donc, à la dernière page de la délibération, vous avez les conditions. Donc, les commissaires et propositions de commissaires doivent remplir les conditions suivantes. Être de nationalité française ou ressortissant d'un État membre de l'Union européenne. Être âgé de 18 ans révolus, de jouir de ses droits civiques, d'être inscrit au rôle des impositions directes dans la commune de référence, être familiarisé avec les circonstances locales et enfin posséder des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux confiés à la commission. Voilà, donc je pense que M. Guevel, pour le coup, remplit ces conditions. Par ailleurs, c'est une proposition que nous faisons à l'administration d'État. Charge ensuite à elle de piocher dans cette liste de propositions et je vais jusqu'au bout de la présentation puisque nous avons demandé à chaque commune et à Brest, à chaque groupe politique, de faire des propositions. Voilà. Donc je n'ai pas de volonté de pouvoir discrétionnaire en la matière pour écarter des propositions qui nous ont été faites. Est-ce que ça vous convient comme réponse? Oui. Je vous remercie. Nous passons à la délibération numéro 7. En remerciant Nathalie Colovati de ses présentations, nous passons aux ressources humaines avec Bruno Jaouen pour la 7e délibération. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes chers collègues, cette délibération est relative à l'adaptation du tableau des emplois à l'évolution des besoins de la collectivité. Comme c'est la première fois que ce type de délibération apparaît dans notre mandat, je rappelle que conformément à l'article L313-1 du Code général de la fonction publique, les emplois des collectivités territoriales sont créés par l'organe délibérant. Il appartient donc au Conseil de la métropole de fixer l'effectif des emplois permettant le bon fonctionnement des services. Nous avons donc trois items. Le premier, c'est l'évolution des emplois au titre de Brest Métropole. Donc la délibération concerne la prolongation d'un contrat de projet jusqu'au 31 décembre 2026 sur les fonctions de cadre administratif et financier au sein de la direction des mobilités. Il s'agit d'un emploi d'attaché. Le deuxième item, c'est la demande d'autorisation de recrutement par voie contractuelle par défaut de recrutement de fonctionnaires. Suite aux déclarations de vacances d'emploi permanent, restées infructueuses ou susceptibles de l'être par défaut de candidature statutaire, agent titulaire ou inscrit sur une liste d'aptitude, il est proposé d'autoriser le recrutement par voie contractuelle pour une durée maximum de 3 ans renouvelable pour l'ensemble des emplois cités dans la délibération. En l'occurrence, ici, d'abord, pour les compétences de Brest Métropole, il s'agit de 2 emplois, un à la direction déchets propreté et un à la direction communication et marketing territorial. Et au titre des compétences de la ville de Brest dans le cadre de la gestion unifiée du personnel, 2 postes à la direction des sports et du nautisme et un poste à la direction proximité. Dernier point, c'est la demande d'autorisation de recrutement par voie contractuelle pour accroissement saisonnier d'activité. Durant la saison estivale, différents services de la collectivité doivent assurer des missions supplémentaires. Il est donc proposé d'autoriser le recrutement de 67 emplois non permanents
et d'autoriser l'autorité territoriale à recruter des agents et agentes contractuels sur des emplois non permanents pour des contrats saisonniers d'une durée maximale de 2 mois. La Commission des affaires générales, ressources humaines et dialogue social s'est prononcée par un avis favorable à l'unanimité. Il est donc proposé au Conseil métropole d'approuver les dispositions que je viens de préciser et d'autoriser leur mise en œuvre. Merci. Merci. Y a-t-il des questions, remarques? Non. On vote. Y a-t-il des votes défavorables? Des abstentions? Qui est favorable? Unanimité. Merci. Nous passons à la délibération numéro 8 avec Brest Arena, Jean-Philippe Elkaïm. Oui, merci Monsieur le Président, chers collègues. Il est proposé au Conseil de la Métropole, après avis des commissions compétentes, d'approuver la proposition d'un avenant numéro 11 au contrat de délégation de service public de Brest Arena. Excusez-moi, Jean-Philippe, oui. Il y a des déports. J'ai manqué de vigilance. Ouais, je l'avais dit en début de séance. Mais sont en déport, moi-même, Clément Posier, Maxime Herlédan, Raphaël Leroux, Isabelle Melsquet, Nora Belfadel, Aurélie Drivet, Véronique Bourbigo, Glenn Dissot, Patricia Henaf, Christophe Hainaut et Olivier Yvain pour la métropole. Et je suis une deuxième fois en déport, donc voilà. Et Johan Longuestre, mais là c'est pour la ville de Brest. Donc nous ne prenons pas part au débat ni au vote. Je vais demander peut-être de son pupitre à Véronique Bourbigo. Ah, tu es en déport aussi. Donc alors qui est dans l'ordre de tableau? C'est Yves Duby. Voilà. Donc à Yves Duby de présenter, de mettre au vote cette délibération après la présentation. De fait, on va demander quand même au vice-président de la présenter. La Merci, parole Yves. est à Jean-Philippe Elkaïm. Merci. Donc je disais que cet avenant répond à une demande d'adaptation des locaux administratifs occupés par le Brest-Bretagne Handball, afin de permettre une meilleure organisation de ces équipes, notamment par le réaménagement des espaces de travail. Les travaux envisagés seront réalisés et financés par Brest en Vue, conformément aux dispositions prévues dans le contrat de délégation de services publics. Leur financement est répercuté sur le loyer versé par le club utilisateur principal, selon les modalités définies d'un commun accord entre les parties. L'avenant a donc pour objet de prendre en compte ce réaménagement et l'évolution du loyer qui en découle, tout en maintenant les conditions générales de mise à disposition des locaux prévus par le contrat. Il vous est donc proposé d'approuver cet avenant numéro 11 au contrat de délégation de service public de Brest Arena. Alors l'avis de la commission, favorable à l'unanimité. Très bien, merci. Est-ce que ça suscite des questions, des commentaires? Je ne suis pas à la meilleure place pour voir les mains qui se lèvent, mais a priori, je n'en vois pas. Je propose donc de mettre aux voix. Y a-t-il des votes contre? Je n'en vois pas. Des abstentions non plus. Je crois, Monsieur le Président, qu'on peut considérer que c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. C'est tout à fait ça, puisque je continue à regarder l'Assemblée pendant la présentation. Merci. La délibération numéro 9 est retirée dans l'attente d'un complément d'information. Nous passons à la numéro 10, Nathalie Colovati, pour des demandes de subvention au titre de la DSIL. Merci, Monsieur le Président. Donc, Monsieur le Président, chers collègues, donc dans cette délibération, il nous est proposé, après avis des commissions compétentes, d'autoriser le Président ou la personne qui le représente à solliciter le financement de la dotation de soutien à l'investissement local pour les opérations décrites dans la présente délibération, à déposer les dossiers de demande de subvention et les pièces complémentaires nécessaires à leur instruction et à signer tous les documents relatifs à la mise en œuvre de cette décision. Alors, avis de la commission service à la population, grand service urbain, mobilité, politique contractuelle, coopération des territoires et internationale. C'est un avis favorable à l'unanimité. Merci. Des questions? Il n'y en a pas. On vote. Y a-t-il des votes défavorables? Abstention? Qui est favorable? Unanimité, merci. La 11, le CPER, Frédéric Laurent. Monsieur le Président, chers collègues, dans le cadre de la priorité stratégique numéro 1 du CPER volet mobilité,
qui court sur 2023-2027 en date du 1er juillet 2024, a été décidé le lancement d'une étude d'opportunité de définition des aménagements ferroviaires nécessaires à la réalisation du plan de transport de la région Bretagne. Ceci en proposant de travailler à un SERM, Service Express Régional Métropolitain. En conséquence, il est demandé au Conseil de la métropole d'approuver la convention de financement d'une étude d'opportunité de définition des aménagements ferroviaires nécessaires à la réalisation du plan de transport de la région Bretagne, dit SERM breton, de valider la participation financière de Brest Métropole à hauteur de 29 166,67 €, de valider le calendrier des appels de fonds et d'autoriser le président ou la personne qui le représente à signer la présente convention. L'avis de la Commission Service à la population, Grand Service urbain, Mobilité, Politique contractuelle, Coopération des territoires internationaux est un avis favorable à l'unanimité. L'abstention était du groupe Brest Insoumise. Merci. Y a-t-il des questions? Madame Cuchel d'abord, Madame Baudouin ensuite. Mes chers collègues, donc j'ai lu avec attention ce bordereau et une phrase a particulièrement retenu mon attention. La région Bretagne s'enorgueillit d'un aménagement équilibré. La formule d'usage est de dire que les mots ont un sens. Et effectivement, s'enorgueillir signifie bien flatter une réussite avec vanité. Mais sur ce dossier du SERM breton, la région, comme l'ensemble des collectivités bretonnes, peuvent en effet être fières du travail accompli. Le SERM breton, c'est le symbole d'une méthode, celle dite à la bretonne. Mais ce que la Bretagne a fait sur ce sujet, qui paraît être une idée simple et en réalité un choix exigeant. Refuser de faire de la mobilité un privilège métropolitain. Là où d'autres régions ont construit leurs projets de services express autour d'une seule grande ville, la région Bretagne a choisi autre chose. Ce n'est pas un RER rennais, c'est un SERM breton. Pensez à l'échelle de tout le territoire. Le choix politique porté, il faut ici le redire, par Loïc Chiné-Gérard et François Culandre, est celui de ne laisser aucun territoire au bord des rails. C'est un SERM sur mesure pour lequel est allé plaider le président de région, et ce dès l'annonce du président de la République. Sur mesure, car comme bien souvent la Bretagne fait partie de la liste, mais à sa manière. Et ce travail a payé. La Bretagne a obtenu un modèle adapté, reposant sur un aménagement du territoire équilibré et un maillage dense de petites et moyennes communes. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie pour les Bretons? Des trains toutes les 15 minutes aux heures de pointe dans les agglomérations desservies, tout en préservant les petites lignes ferroviaires qui maillent le territoire, et des objectifs chiffrés et sérieux. 50% de trains en plus à l'horizon 2035. 100% à l'horizon 2040. Alors derrière tout cela, il y a une ligne directive simple. 0 territoire sans solution de mobilité. Ce principe, c'est exactement ce que nous, socialistes, défendons depuis toujours, à savoir la cohésion territoriale. Oui, la région Bretagne peut s'enorgueillir de son aménagement équilibré et nous nous en réjouissons parce que c'est le résultat d'une vision portée avec constance, d'investissements assumés et d'une volonté politique de ne jamais opposer les métropoles aux territoires ruraux, Rennes et Brest, le centre et à la périphérie. Merci. Madame Baudouin avait demandé la parole. Merci, oui, Monsieur le Président, chers collègues. Le train doit retrouver un rôle central dans notre politique de mobilité. Il a façonné notre pays, nos paysages et nos modes de vie. Il a permis le transport de marchandises, l'accès aux loisirs et aux vacances pour des millions de Français, notamment grâce aux conquêtes sociales du siècle dernier. Alors que 3000 km de voies ferrées ont été fermées depuis 10 ans, aujourd'hui, face à l'urgence climatique, le train doit redevenir un pilier de nos déplacements. Pour cela, il faut investir massivement pour poursuivre la modernisation et la rénovation des infrastructures existantes, pour rouvrir des lignes fermées et développer les lignes de proximité, notamment dans les campagnes, afin de garantir l'égalité d'accès aux services publics. Cela pourrait commencer par la réouverture de la ligne Morlaix-Roscoff, fermée depuis 2018 à la suite d'un glissement de terrain. Pour reconstruire enfin une véritable filière de fret ferroviaire, capable de transporter davantage de marchandises depuis les ports finistériens, notamment celui de Brest, vers les entrepôts, les zones logistiques et les sites industriels de notre département et du pays. La délibération qui nous est proposée aujourd'hui ne répond pas à ces priorités.
L'objectif consistant à réduire le temps de trajet entre Paris et Brest ne répond pas aux besoins de la majorité des Brestoises et des Brestois. Les besoins les plus urgents concernent les déplacements du quotidien, se rendre au travail, étudier, accéder aux services publics ou aller voir une exposition. C'est vers Landerneau, vers Morlaix, vers Quimper que des besoins existent. C'est donc d'abord à l'échelle finistérienne et limitrophe que doit être pensée la modernisation du réseau ferroviaire. La création d'un nœud ferroviaire à Landerneau, par exemple, nous paraît plus pertinente parce qu'elle permettrait d'améliorer les correspondances et de renforcer l'attractivité du train pour les déplacements quotidiens. Cette nouvelle étude pour laquelle on nous propose de voter ne nous semble donc pas pertinente au regard des enjeux de mobilité et des besoins de la population de notre bassin de vie. C'est pourquoi nous nous abstiendrons. Merci. Je ne sais pas par quoi commencer, mais je vais bien commencer. Peut-être tout d'abord en mettant un peu de relief à l'égard de l'intervention de Madame Baudouin. Tout arrive à l'heure, y compris les trains. Là, nous sommes sur des projets liés au CERM. Donc c'est une densification sur rail des TER. Et on est sur des mobilités du quotidien. Madame Cuchel en rappelait les contours. S'enorgueillir, c'est plutôt ici se féliciter. Il ne faut pas voir de malice partout. Et moi, j'aimerais aussi rappeler l'histoire du dossier avec la mobilisation première des élus morbihanais sur le dossier du CERM, avec Fabrice Loher, David Drobeau et David Lapartien, qui ont permis d'avoir un certain nombre de discussions premières sur l'axe sud, avec Loïc Chenet-Girard. Et effectivement, et j'en faisais partie, des délégations d'élus qui ont évoqué le nécessaire parallélisme avec le Nord-Bretagne. Et je veux aussi saluer le travail, effectivement, vous avez cité François Cuandre et Loïc Chenet-Girard, permettez-moi aussi de rappeler que Michel Gourtet représentait le président très souvent lors des réunions rennaises, et que nous n'avons jamais varié, et qu'au final, les différentes sensibilités politiques, dont la mienne, lorsque je siégeais sur les bancs de la région, nous allions vers une forme d'unanimité, alors peut-être pas dans l'approche originelle, mais au moins dans la décision. Et les élus ici, je les cite aussi, ont permis des avancées notables dans le travail collégial qui a été mené. Et je pense notamment à Ronan Pichon et Fortuné Pellicano, qui étaient, et qui sont d'ailleurs toujours conseillers régionaux. Donc alors, réduire au final la décision de quelques-uns à un travail plus collectif, vous voyez, j'essaie de remettre un petit peu le ballon au milieu du terrain, mais effectivement, je vous rejoins. Sur le reste, sur le ferroviaire, la grande vitesse d'un côté, le fret de l'autre, et la nécessité de travailler aux nouvelles normes ferroviaires, nous y sommes. On est vraiment à la manœuvre, notamment sur le RTMS ou le RTET, le RTET militaire, pour avoir effectivement des logiques de fret, mais c'est du temps long et ça nécessite pour le coup des validations de crédits européens. Et avec Frédéric Laurent qui est au premier rang, nous y sommes vraiment. Nous y sommes vraiment. Voilà ce que je souhaitais dire sur cette délibération. Et puis, bien entendu, le futur contrat de plan État-région, donc 28-33 ou 28-32, là aussi, on est en train de consolider à l'échelle territoriale un certain nombre de points. Le maire de Plougastel n'est pas là, mais il y a des élus de Plougastel qui nous poussent à aller, notamment dans le cadre du CPER, sur le pont Albert-Loup, par exemple. Voilà. Donc on y est aussi. Vous voyez, on ne reste pas inactif depuis le 10 avril. S'il n'y a pas d'autres questions, remarques, je vous propose de voter. Y a-t-il des votes défavorables, des abstentions? Abstention de Brest insoumise. Qui est favorable? Le reste, c'est adopté à l'unanimité. Merci. Nous passons à la délibération numéro 12. Mathieu Seité. Monsieur le Président, chers collègues. Excusez-moi, je me déporte dans ce dossier-là. Excusez-moi. Alors, la 12. La 12. Ah, c'était pas marqué. C'est au titre de quelle délégation? C'est dans le cadre de la présidence de la Fondation dans vos fonctions de président, tes fonctions de président d'Illis. Donc on note effectivement que Philippe Bazir est en départ. Merci. Donc, Monsieur le Président, chers collègues, l'approbation d'une convention de financement avec l'ADEME pour le financement d'un projet de création d'un micro-réseau de chaleur
Depuis 2024, un partenariat s'est mis en place avec Brest en Vue pour trouver une solution énergétique optimisée permettant de répondre aux besoins de chauffage des locaux d'Océanopolis sans dépendre du gaz fossile. Après diverses études et consultations des entreprises, le projet retenu consiste à mettre en place une pompe à chaleur alimentée par les eaux de vidange régulières des bassins tropicaux. Ces eaux étant à une température de 28 degrés, le rendement de la PAC sera particulièrement élevé. Afin d'optimiser économiquement le projet, la PAC a été surdimensionnée de façon à pouvoir alimenter en chaleur et en complément des besoins d'Océanopolis la résidence médicalisée Tillane située à proximité, créant ainsi un micro-réseau de chaleur. Ce micro-réseau de chaleur a été dénommé BEL, Boucle Énergie Locale d'Océanopolis. Le bilan énergétique prévisionnel de la boucle énergétique est le suivant. Consommation de gaz évitée, 3000 MWh par an, soit l'équivalent de besoins de chauffage de 330 logements environ. Émissions de carbone évitées, 550 tonnes de CO2 par an, soit l'équivalent des émissions de serre d'un parc moyen de 315 véhicules légers. En parallèle, un dossier de demande de subvention a été déposé à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'ADEME, en octobre 2025, avec une décision d'attribution fin 2025 d'une subvention de 1 021 720 € pour un montant total d'investissement de 2 728 678 € hors taxes. Suite à cette décision de l'ADEME, une convention de financement a été adressée par l'ADEME à Brest Métropole pour signature. En conséquence, il est proposé au Conseil de la Métropole, après avis des commissions compétentes, d'approuver la convention de financement 6 juin, prévoyant une aide financière donc de 1 021 720 € et d'autoriser le président ou la personne qui le représente à la signer. L'avis de la commission planification écologique, aménagement durable et transition énergétique, l'avis favorable à l'unanimité. Merci. Merci. Des questions, remarques? Christophe Oswald d'abord. Monsieur le Président, chers collègues, nous saisissons l'occasion de cette délibération pour réaffirmer notre soutien à l'ADEME, qui est une structure précieuse pour planifier la transition écologique. Sa contribution à ce projet à Océanopolis en est un bon exemple. Comme d'autres agences de l'État, le CEREMA ou l'OFB, elle est actuellement dans le viseur d'un gouvernement qui cherche partout, sauf chez les plus fortunés, des économies de bout de chandelle. Nous ne laisserons pas démanteler ni l'ADEME ni les autres qui ont largement prouvé leur efficacité et qui seront d'autant plus utiles entre les mains d'un gouvernement réellement déterminé à faire de la planification écologique sa priorité. Je vous remercie. Merci. Stan Le Gall a demandé la parole. Oui, cher président, chers collègues, je me réjouis de pouvoir voter sur un projet aussi innovant et qui va prendre soin de notre environnement. Moi, ce qui m'interroge à côté de ça, c'est un peu la manque de cohérence peut-être sur notre territoire entre des projets qui sont très intéressants comme celui-ci et d'autres qui vont complètement à l'envers. Notamment sur notre commune, on a été confronté à une tentative de mise en place d'une chaudière CSR pour produire des tomates sur une zone, donc une mise en place d'une chaudière comme ça sur une zone agricole proche d'une zone naturelle et d'un captage d'eau. Et je trouve qu'en fait, on a peut-être besoin d'un schéma un peu directeur et peut-être d'aider aussi les communes à travailler dans le bon sens, tous ensemble, sur une cohérence sur notre stratégie d'évolution de la production d'énergie. Merci. Servan Metzger-Corrigou, peut-être en réponse à Monsieur Le Gall et... Non, je prends au dépourvu là. Non, pas de problème. Non, une réponse qui sera très courte. Merci beaucoup pour cette question. C'est en effet une cohérence globale qu'on doit avoir au niveau du territoire sur les réseaux de chaleur et sur le reste du mix énergétique. On y reviendra dans le cadre du vœu sur l'éolien offshore. Ce que je peux vous répondre, c'est que dans le cadre du plan climat qui sera en renégociation, dans le cadre du projet urbain, on aura une contractualisation qui devra être faite avec toutes les communes, Brest et les 7 autres, notamment sur ces sujets de transition énergétique. Et évidemment, on poussera ce type de projet-là, que ce soit sur des projets de chaleur, des projets d'électrification, sur l'intégralité, pour respecter les objectifs de la stratégie nationale bas carbone 3 et le SRADET qui est en cours de négociation au niveau de la région. Vous pourrez compter sur nous pour avoir cette vigilance au niveau de la métropole. Merci. Y a-t-il d'autres questions, remarques, interventions? Non. Eh bien, on vote. Et on note que Philippe Bazire est en déport. Y a-t-il des votes défavorables? Abstention? Qui est favorable? Unanimité, merci.
Nous arrivons à la fourrière et capture animale. Valérie Abaléa. Monsieur le Président, chers collègues, dans le cadre de la mise en œuvre de la convention entre la ville de Brest et Brest Métropole relative à la capture animale et à la gestion de la fourrière, il est proposé au Conseil de la Métropole, après avis des commissions compétentes, d'approuver le bilan de gestion joint à la présente délibération pour la capture animale et la gestion de la fourrière pour l'année 2025. Et le montant de participation versé par Brest Métropole à la ville de Brest établi à 129 839 026 € pour l'année 2025. La commission compétente a un avis unanimité. Merci. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. On vote. Y a-t-il des votes défavorables? Des abstentions? Qui est favorable? Unanimité. Nous passons à la 14, désignation dans divers organismes. Il y a un des ports, Axel Lamour, au titre de Brest en vue SEM. Et par ailleurs, comme tu es secrétaire de séance, c'est Clément Posier, mais oui, bon, juste pour la dernière délib. Véronique Bourbigo pour la présentation. Oui, merci, monsieur le Président. Il est proposé au Conseil de métropole de désigner des représentants au sein de divers organismes qui sont tous cités dans la délibération. Et il est proposé au Conseil municipal déjà de proposer un vote à main levée avant cette désignation. Tout à fait. Roulement de tambour. Voilà. Est-ce que vous êtes toutes et tous d'accord pour un vote à main levée? Donc on considère que par acclamation, nous sommes pour un vote à main levée. Avis de la commission unanime. Ah, monsieur Marais, excusez-moi, je ne vous avais pas vu. C'est pour réagir. Monsieur le maire, chers collègues, je souhaitais exprimer mon regret face à la composition du conseil d'administration de Brest Métropole qui nous est aujourd'hui proposée. La loi modifie la composition des conseils d'administration des bailleurs sociaux avec l'arrivée des représentants du personnel, mais elle n'impose nullement l'éviction des représentants des unions départementales. D'ailleurs, d'autres bailleurs ont fait le choix différent. Le pacte de Quimper-Cornouailles a maintenu la représentation syndicale. La possibilité existait donc. C'est un choix politique. Ces représentants apportent une expérience précieuse sur les réalités du logement social, une connaissance fine des difficultés rencontrées par les locataires et les salariés, ainsi qu'une parole indépendante de toute relation hiérarchique avec la direction. À l'heure où le dialogue social est régulièrement invoqué, leur absence constitue un mauvais signal. Nous aurions pu faire le choix de préserver cette diversité de points de vue, cette représentation du monde du travail au sein d'un acteur aussi essentiel que Brest Métropole Habitat. Pour ces raisons, et parce que je considère que cette décision constitue un recul en matière de démocratie sociale, je voterai donc contre cette délibération. Je vous remercie. Merci. On ne l'avait pas présentée, donc on va peut-être la présenter. Je pensais que c'était sur un autre sujet. Je demande à Véronique Bourbigo de présenter les éléments et après on ouvre le débat. Voilà, c'était du coup une désignation de représentants de Brest Métropole au sein de divers organismes avec justement au sein de cette délibération Brest, la désignation au sein du CA de Brest Métropole Habitat avec un avis favorable à l'unanimité de la commission et abstention de Brest Insoumise. Pardon. Très bien, merci. Excusez-moi, monsieur Marek, vous vous méprenez vraiment sur la composition de Brest Métropole Habitat. Nous avons conservé cette représentation plurielle, pluraliste, avec le monde syndical de présent, notamment au travers des représentants du personnel, des personnalités qualifiées qui sont aujourd'hui présents à Brest Métropole Habitat depuis un certain nombre de mandats qui apportent aussi un éclairage et qui ne sont absolument pas de la même sensibilité que la mienne, et des représentants, pour le coup, des différents territoires comme de différentes sensibilités politiques. Donc, je pense que vous me méprenez vraiment, mais je veux bien en échanger si vous le souhaitez en aparté. Y a-t-il d'autres questions, remarques? Donc on vote. Y a-t-il des votes défavorables, des abstentions? Donc Brest Insoumise. Monsieur Marek, vous votez comment? Excusez-moi. Contre?
Donc, un vote contre, M. Marek. Abstention, Brest Insoumise. Oui, Madame Baudouin. Oui. Contre. Alors, je reprends. Qui est contre? Brest Insoumise et le Parti communiste, M. Marek. Qui s'abstient? Personne. Qui est favorable? C'est adopté à la majorité. Je vous remercie. Nous passons au dernier point de notre conseil de métropole avec la présentation d'un vœu sur l'éolien flottant. Je commence par vous présenter mes excuses, notamment pour les communes, puisqu'il y a eu une erreur dans la liste de diffusion, m'a-t-on fait savoir, et que les élus des communes hors Brest n'ont pas été destinataires du document, n'y voyaient pas une volonté hégémonique de Brest, mais plutôt une maladresse, on va dire ça comme ça. J'espère que ça n'entache pas votre vote. Voilà, la présentation est faite par Frédéric Laurent. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, bon, je ne vais pas la lire de façon in extenso, j'en fais un résumé. Brest et sa métropole n'ont pas vocation à observer la transition énergétique, mais bien à en être un acteur majeur. C'est donc le titre du vœu. Depuis 2017, 250 millions d'euros publics, d'argent public, ont été investis pour permettre au polder de Brest d'accueillir l'industrie de l'éolien en mer. C'est tout un écosystème, industrie, recherche, enseignement supérieur, sous-traitance, qui se met en place. L'éolien devrait créer à l'échelle nationale 7 à 10 000 emplois dans les prochaines années et une partie importante a vocation à venir dans le bassin brestois. Cependant, cela dépend de la réalisation effective des projets bretons qui positionneraient Brest comme une référence européenne, lui permettant ainsi de postuler sur le marché de la mer Celtique, par exemple, et d'autres en Europe du Nord. Le 2 avril 2026, le gouvernement a lancé le 10e appel d'offres pour l'éolien en mer. 2 projets concernent la Bretagne, et réellement l'avenir dépend grandement de ces 2 projets. La Commission de régulation de l'énergie du 20 mai a alerté sur la fragilité de l'équilibre financier. Nous sommes persuadés que la transition passera par l'investissement dans l'éolien en mer, et cela nécessite des engagements fermes. Donc, à cette fin, les élus du Conseil de la métropole de Brest demandent au gouvernement que le tarif cible de 100 € par mégawattheure soit explicitement caractérisé comme une cible indicative à l'échelle du lot et non comme une limite juridique opposable projet par projet. Demande au gouvernement que les volumes d'éolien flottant programmés par l'appel d'offres 10, au premier rang desquels les parcs de Bretagne Nord-Ouest et de Bretagne Sud 2, soient sanctuarisés et attribués dans leur intégralité. Demande à l'ensemble des candidats à l'élection présidentielle de 2027 qu'ils prennent un engagement public de continuité sur cette trajectoire afin de garantir aux investisseurs et aux salariés de la filière la stabilité qui conditionne leur engagement. Et s'engagent, pour leur part, à mobiliser tous les leviers de la collectivité, l'aménagement, la formation, l'accompagnement des entreprises, la valorisation du polder, pour conforter les investissements déjà réalisés, rassurer les investisseurs privés et faire du port de Brest la référence française et européenne de l'éolien flottant. Je vous remercie. Merci. Y a-t-il des questions, remarques, Monsieur Oswald? Monsieur le Président, chers collègues, nous voterons pour ce vœu dans une manière de soutien à la proposition de loi de notre camarade Mathias Tavel visant à sécuriser le développement de l'éolien en mer, proposition de loi co-signée par Monsieur Didier Lega, que je le dis pour rassurer la salle. Pourtant, votre version de notre proposition de vœu rate un certain nombre d'occasions d'être pertinente. Elle ne remet pas en cause la logique de la concurrence généralisée dans le cadre d'appels d'offres par zone, ce qui empêche d'avoir une politique industrielle nationale sur les énergies marines renouvelables. Notons que la filière nucléaire n'est pas handicapée par cette procédure. On oublie que le développement du polder lui-même est freiné par les conditions de sa création. C'était la mise en concurrence généralisée du grand emprunt de Nicolas Sarkozy, sans garantie de projet industriel concret sur les nouvelles infrastructures. Il présente une concurrence Chine-Europe, alors qu'en matière d'éolien, qu'il soit planté sur terre ou en mer, c'est surtout la France qui s'est mise en retard par rapport à ses voisins européens, Espagne, Allemagne, Danemark, etc. Il associe uniquement le polder brestois à la technologie de l'éolien flottant, sans envisager qu'il puisse y avoir de l'éolien planté en Finistère avec de la technologie française. Rappelons que son usage passé principal concernait l'éolien planté en baie de Saint-Brieuc et que les activités de recherche et de développement des énergies marines renouvelables sur Brest
concerne aussi l'exploitation de la houle, des courants et des marées. Il pourrait s'adresser aussi aux acteurs locaux de l'industrie navale. Naval Group a cessé ses activités dans le domaine alors qu'il développait des technologies précieuses pour les flotteurs des éoliennes et a donc fragilisé l'ensemble de la filière. Dans le cadre restreint de l'appel d'offres 10, qui va occuper Brest et le pays pendant une demi-douzaine d'années, ça ne change pas grand-chose. Mais ça ne garantit pas, sur le long terme, de soutien de l'ensemble de notre Assemblée, et en particulier de la droite brestoise, métropole comme ville, en cas de projet d'éolien planté, donc un peu plus près des côtes. Pourtant, ce sera nécessaire dans une optique de réelle transition énergétique, d'affranchissement des énergies fossiles et de la fin progressive du recours à l'énergie nucléaire. Néanmoins, je le redis, nous voterons pour ce vœu, car nous en partageons l'objectif et les 4 demandes présentées en fin de vœu. D'ailleurs, pour commencer à répondre à la 3e demande, concernant les candidats à la présidentielle 2027, je vous invite à consulter d'ores et déjà le programme de Jean-Luc Mélenchon. L'avenir en commun, actuellement en ligne dans sa version 2025 et ouvert aux contributions citoyennes jusqu'au 20 juin. Il vous reste donc 9 jours. Vous y trouverez, dans le chapitre « L'harmonie des êtres humains avec la nature », une section dédiée à l'organisation du 100% énergie renouvelable en moins de 30 ans et à la rénovation énergétique. Je vous remercie. C'est mon livre de chevet, monsieur Oswald. Merci. Alors, dans l'ordre, il y avait Servan Metzger-Corrigou, Émilie Cuchel, puis Gaël Morvan. Servan. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ce vœu est porté par le groupe brestois Nouvelle Histoire. Le groupe indépendant Renouveau Citoyen le soutiendra. Je veux également dire pourquoi, depuis ma place de vice-présidente en charge de la planification écologique et des sujets d'énergie. Ce vote, aujourd'hui, c'est exactement ce qu'on nous demande de faire, prendre position clairement sur les choix énergétiques qui conditionnent notre avenir à tous. Sur le fond d'abord, l'éolien offshore n'est pas qu'un projet économique ou un projet en termes d'emploi. C'est une réponse directe à l'urgence climatique. L'éolien en mer émet entre 13 et 18 grammes de CO2 par kilowattheure sur l'ensemble de son cycle de vie. Le gaz naturel, pour comparaison, en émet 490. Ces chiffres ils sont mesurés par l'ADEME, que vous avez salué sur les parcs français et confirmés par le GIEC. Un parc de 500 MW, c'est environ 750 000 tonnes de CO2 évitées par an, soit l'équivalent des émissions annuelles d'une ville de 200 000 habitants. Et 14 mois d'exploitation suffisent à compenser l'empreinte carbone de sa propre construction. Mais je veux aller plus loin que les émissions évitées. Nous sommes en train d'électrifier nos usages, les transports, le chauffage, l'industrie. Cette électrification est la condition sine qua non de la décarbonation réelle de nos territoires. Pour qu'elle tienne, il faut un mix énergétique solide, comme je le disais, diversifié et ancré localement. L'éolien flottant en fait partie. Il ne concurrence pas les autres ENR, il les complète. Le rapport I4CE publié cette semaine le dit, les investissements dans les énergies renouvelables en Europe ne couvrent aujourd'hui que 25% des besoins identifiés pour tenir les objectifs 2030. On est en retard. Sur le tarif cible, le vœu soulève une vraie question technique qui mérite d'être explicitée. Fixer une cible unique de 100 € par mégawattheure sur l'ensemble des projets AO10 en mélangeant éolien terrestre et flottant, c'est ignorer que ces deux technologies ne jouent pas dans la même catégorie. Le flottant, première génération industrielle à grande échelle dans le monde, a des coûts structurellement différents. La CRE, la Commission de régulation de l'énergie, l'a reconnu dans son avis de mai. Ce que nous demandons, ce que vous demandez et ce à quoi on souscrit, c'est un cadre qui permette à l'innovation de se financer. Pas de la protéger indéfiniment, mais de lui laisser le temps de descendre sa courbe de coûts. C'est comme ça que fonctionne toute filière industrielle émergente. Et cette descente de coûts, on pense que Brest peut en être le moteur. C'est le sens de l'investissement de 250 millions d'euros consenti depuis 2017. Ce n'est pas une subvention à un projet, c'est une conviction sur une filière et sur notre souveraineté énergétique. Parce que produire notre électricité ici, en mer d'Iroise, c'est autant d'importations de pétrole et de gaz en moins, autant de dépendance en moins aux marchés mondiaux et aux crises géopolitiques qui font flamber les factures de nos concitoyens. Pour conclure, chaque année de sous-investissement creuse le déficit et rend l'objectif climatique plus difficile à atteindre. On n'a pas le luxe de le reporter. Brest a la position géographique, la recherche, les infrastructures. Ce qui serait bien, c'est la confirmation que l'État ira au bout. Je confirme notre soutien au nom du groupe Renouveau Citoyen. Merci. Merci Madame Cuchel, puis Madame Morvan. Oui, merci. Le groupe La Gauche métropolitaine votera évidemment en faveur de ce vœu, mais je veux dire quelques mots pour expliquer pourquoi. Ce vote va bien au-delà d'un simple accord de circonstances. Les énergies marines renouvelables ne doivent plus être un sujet de débat théorique ou philosophique. Elles sont un choix que nous devons assumer collectivement à un niveau régional,
national, avec aplomb et sans plus tarder. Car si nous tergiversons encore quelques mois, quelques années, d'autres décideront à notre place. Il n'y aura rien de plus amer que de voir arriver à Brest des éoliennes fabriquées à l'autre bout du monde. Des éoliennes que nous aurions dû fabriquer ici. Et ce qu'il me paraît important de souligner cet après-midi, c'est qu'il existe sur ce sujet un alignement politique clair et assumé entre 3 territoires, pourtant dotés de 3 majorités différentes, la région Bretagne, Lorient et Brest, qui, malgré des visions différentes sur d'autres sujets, s'unissent ici pour une même ambition industrielle et énergétique. C'est rare et cela mérite d'être salué. Car pendant ce temps, à l'échelle régionale, voire nationale, d'autres peinent encore à se mettre d'accord sur la question. Vous le savez, mon mandat régional m'amène aussi à rappeler le début de l'histoire et l'engagement que portent Loïc Schneider et la région Bretagne pour ce sujet depuis de longues années. Avec une vision claire, faire coïncider sur un pied d'égalité production énergétique, biodiversité et respect de la pêche. Et si ces projets se concrétisent, les résultats seront là, entre 7 000 et 10 000 emplois attendus d'ici 2050. De la formation, une dynamique portuaire, un savoir-faire qui sera exportable, un triptyque simple, emploi, industrie, avenir. Voilà ce que représentent les EMR pour Brest, mais aussi plus largement pour la Bretagne. Choisir les EMR au sein d'une mix énergétique équilibrée, c'est répondre à 3 défis à la fois par notre dépendance aux énergies fossiles, entraîne des conséquences que nos concitoyens subissent déjà, un dérèglement climatique aux effets irréversibles, une dépendance géopolitique vis-à-vis d'États instables et peu démocratiques, et une volatilité des prix qui fragilise le pouvoir d'achat des Bretons, soumis à une loi du marché qu'ils ne maîtrisent pas. Bref, faire le choix des EMR, c'est défendre une Bretagne dynamique, industrielle et souveraine. Alors oui, nous voterons ce vœu et nous espérons que cette convergence d'aujourd'hui annonce un engagement durable de Brest dans toutes ses dimensions, fabrication bien sûr, mais aussi implantation, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Merci. Merci. Madame Morvan. Oui, rapidement, Monsieur le Président, chers collègues, juste une remarque sur la forme, et j'assume mon obsessionnalité sur le sujet, mais pourrait-on féminiser, s'il vous plaît, les élus, d'autant qu'on n'est peut-être pas à l'abri d'avoir une candidate femme au présidentiel de 2027. Merci. Ok, merci, c'est bien noté. Moi, j'aimerais simplement réagir et donner là aussi quelques éclairages. Je n'ai jamais varié mes positions depuis 2015 sur la question du port de Brest et la structuration d'une filière complète. Élu régional en 2015, je n'ai jamais varié. Parfois, on cherche à nous opposer. Parfois, quelques-uns cherchent de la malice dans des propos en oubliant un certain nombre de discussions. Et donc, je n'ai jamais varié. Depuis Jean-Yves Le Drian, qui était président de région et qui a, à l'époque, lancé le grand chantier du port de Brest et la création de son polder, avec des discussions en coulisses à l'époque, parfois tendues, d'autres fois plus convergentes, mais le résultat est là aujourd'hui. Et nous avons un outil qui est formidable, qui est extrêmement lourd de potentiel, qui est aujourd'hui le port de Brest. Et la structuration d'une filière complète autour de l'éolien, mais aussi d'ensemble câblier. Hier en coulisses, ou hier sur un niveau de responsabilité peut-être moins important, et depuis le 10 avril, je ne compte plus le nombre d'échanges que j'ai pu avoir sur ce dossier, y compris au plus haut niveau de l'État, pour valoriser la position de Brest et pour affiner, là aussi, nos politiques d'accompagnement. Avec Frédéric Laurent, nous siégeons tous les deux à Brest-Port, avec des discussions internes, des discussions plus publiques, mais on avance. Et effectivement, cet alignement des collectivités que vous avez rappelé est réel, sincère, et je l'espère que nous aurons des annonces claires et rapides sur le port de Brest. C'est tout du moins ce qu'on souhaite, et on se donne les moyens de ces annonces. Et plus nous tarderons, et plus l'échéance présidentielle approchera, moins les annonces seront faciles, seront simples. Donc on l'espère à l'été, avoir un certain nombre de nouvelles annoncées sur ces dossiers extrêmement importants pour l'ensemble du territoire.
Voilà, mes chers collègues, ce que je souhaitais évoquer. Je vous propose de voter ce vœu. Y a-t-il des votes défavorables, des abstentions? Qui est favorable? Unanimité, merci. Il me reste à vous souhaiter une bonne soirée. À tout à l'heure pour celles et ceux qui vont à la très belle exposition Navire amiral de Stéphane Lavoux aux ateliers des Capucins dans le cadre des 400 ans de la marine. Et demain, j'espère vous retrouver à l'inauguration du fourneau aux Capucins. Madame Baudouin, excusez-moi, oui. Monsieur le Président, désolé chers collègues, peut-être une méconnaissance de l'étiquette, mais sur la position des questions orales, questions diverses dans l'ordre du jour. Non, puisqu'en fait elle est née de nos discussions un petit peu plus tôt cet après-midi, sur les premières délibérations. Les questions orales doivent être déposées dans un délai de 48 heures, si j'ai bien lu le règlement intérieur. Tout à fait. Et à ma connaissance, il n'y en a pas eu, c'est pour ça que j'ai effectivement quasiment levé la séance. Vous aviez quelque chose à ajouter, c'est cela? Oui, est-ce que c'est possible? Ben non, si vous n'avez pas déposé la question dans les 48 heures, mais si c'est une question diverse, on peut en échanger juste là. Je vous l'envoie par mail. Oui, bah, très bien, envoyez-moi par mail. Faisons ça. Merci. Merci. Et je disais donc, on se retrouve aussi à l'inauguration du fourneau demain pour celles et ceux qui sont disponibles. Bonne soirée et à très vite.